Un type super faible entre dans le monde des portes magiques, partant de rien pour se construire lui-même. Avec le temps, il devient l'un des chasseurs les plus redoutés, abattant des monstres avec toutes sortes de compétences. Mais voici le hic. Il garde ses véritables pouvoirs bien cachés. Quelle est l'histoire de ce gars? Restez jusqu'à la fin pour le découvrir. Le premier épisode commence par une introduction de notre protagoniste et des événements de la première saison. Il y a plus d'une décennie, des portails mystérieux sont apparus dans le monde entier, abritant des monstres magiques. Les humains qui ont éveillé la capacité de combattre ces monstres ont été appelés des chasseurs. Leur lutte contre les créatures a été implacable. L'un des premiers chasseurs était Sung Jin Woo, un chasseur de rang inférieur qui peinait à subvenir aux besoins de sa mère malade et de sa sœur étudiante. Malgré sa faiblesse, la vie de Sung a changé lorsqu'il a découvert un double donjon. Dans cet endroit périlleux, il a acquis la capacité de monter en niveau, comme s'il était coincé dans un jeu vidéo. Avec chaque combat, il est devenu plus fort, découvrant finalement une recette pour une médecine universelle et obtenant le titre de monarque des ombres. L'histoire reprend avec Sung endormi dans sa chambre. Sa sœur Gina l'appelle pour le réveiller, lui rappelant la réunion parents-professeurs. Sung se prépare rapidement et accompagne sa sœur à l'école, où sa présence attire l'attention de tout le monde, surtout des filles. Sung rencontre le directeur de l'école, qui loue les performances académiques exceptionnelles de Gina. Cependant, le directeur soulève une autre question, demandant à Sung s'il autorisera sa sœur à passer l'examen des chasseurs. D'un ton ferme, Sung refuse catégoriquement. Plus tard, Sung attend une jeune fille, qui s'avère être l'amie de Gina. Elle avoue qu'elle n'a aucune intention de retourner à l'école ou d'abandonner la chasse. Sung lui conseille de reconsidérer sa décision, car elle est une chasseuse de rang E et ne peut pas vivre de cette manière. Frustrée, elle insiste sur le fait qu'elle ne cessera pas de chasser. Sung lui demande alors de l'accompagner, laissant entendre qu'il a un autre plan en tête. Pendant ce temps, le directeur de l'association des chasseurs accueille Hwang, un chasseur redoutable. Hwang révèle son mépris pour le pays et son intention de rester uniquement le temps de régler un compte avec Sung Jin Woo, qu'il qualifie de chasseur de rang E et d'un autre chasseur de rang D. La scène se déplace vers une porte magique, où Sung rencontre le directeur Han et Yoon Sung. Ils discutent de la région, classée comme une zone à haute densité d'apparition de portes. Ce matin-là, une porte de rang 100 s'était ouverte. Le chasseur Kim Chul, de rang A, est présenté comme le leader de l'équipe de raid du jour. L'équipe se compose d'un chasseur de rang A, de 5 chasseurs de rang B et de 2 chasseurs de rang C. Après avoir travaillé ensemble pendant la journée, les chasseurs ont été promus d'un rang. Le directeur conseille à Sung d'observer et de ne pas participer, car l'objectif est de mettre en avant les nouvelles compétences des chasseurs. Le groupe entre dans la porte, mais Sung ressent un malaise inexplicable. Soudain, la porte se transforme en une porte rouge, attirant Sung et les chasseurs à l'intérieur. Ils se retrouvent dans un royaume glacé et isolé. Déconcerté, l'un d'eux explique qu'une porte rouge est un phénomène rare qui piège ceux qui y entrent dans un donjon isolé. La seule issue est de vaincre le boss du donjon ou de briser le sceau. Toute aide extérieure est impossible et les monstres magiques à l'intérieur sont bien plus puissants que d'ordinaire. À ce moment, l'un des chasseurs est tué et Sung échappe de justesse à la mort lorsqu'une flèche est déviée à la dernière seconde. Les assaillants se révèlent être des gobelins de glace, des chasseurs d'élite du royaume gelé qui ciblent leur proie avec une précision redoutable. Le chef du groupe s'avance alors, s'adressant aux chasseurs. Écoutez attentivement. Cette porte rouge est isolée de toute aide extérieure et nous affronterons des ennemis de rang extrêmement élevés. Dans une telle situation, je m'attends à ce que vous suiviez mes ordres sans poser de questions, car je suis le plus haut gradé parmi nous. Cependant, je ne peux pas diriger tout le groupe seul, donc nous allons nous diviser en 2 équipes pour augmenter nos chances de survie. Il les rassure d'un ton déterminé. Je vous promets, quoi qu'il en coûte,
que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour assurer notre survie. » Plusieurs chasseurs se portent immédiatement volontaires pour rejoindre son équipe, mais le chef fixe une condition. « Je n'accepterai que ceux classés rang C ou supérieur. » De plus, gardez à l'esprit qu'un jour, ici, équivaut à seulement 1 heure dans le monde extérieur. Que nous vainquions le boss du donjon ou que nous attendions que le sceau se brise, ne perdez pas espoir et ne baissez jamais les bras. Restez forts et nous reviendrons tous vivants, si Dieu le veut. À ce moment, une combattante s'avance, demandant à rejoindre la deuxième équipe. Le chef lui permet, disant qu'elle est libre de faire ce qu'elle veut. Après tout, elle n'est qu'un simple membre de l'équipe. En observant Sung Jin-woo, la jeune femme pense en elle-même « Sung doit être incroyablement puissant. Il doit être au moins un chasseur de rang A. Je dois rejoindre son équipe. » Le groupe se met en route, et alors qu'ils avancent dans le paysage glacé, le chef s'arrête brusquement et avertit « Ce sont des traces d'un ours des glaces. Soyez extrêmement prudents. » La tension monte alors que les chasseurs se préparent au défi à venir, sachant que leur survie dépendra de leur unité, de leur stratégie et de leur volonté. Ces 2 chasseurs de rang E risquent fort de trouver la mort, pensa le commandant. Il est évident qu'ils ne se sont pas suffisamment entraînés non plus. Il réfléchit ensuite au fait qu'ils avaient un chasseur de rang C et Pak Hye-jin, un rang B, mais ne comprenait pas pourquoi il avait supposé que le chasseur de rang E était leur chef. Il imagina alors une méthode en 2 étapes pour le découvrir, impliquant ceux-ci et l'empereur. Soudain, un ours géant apparut. Le commandant les avertit à plusieurs reprises, les exhortant à se concentrer sur leur survie. L'ours chargea sur le commandant, tentant de le tuer, mais celui-ci le frappa d'un seul coup, le tranchant en 2. L'ours s'effondra au sol, mais derrière lui, 2 ours furieux émergèrent. Ils l'attaquèrent également. Les ours semblèrent soigner entre eux, et bientôt, le groupe se retrouva en fuite vers le train. Ils l'attaquèrent encore. À ce moment, Sung et ses compagnons apparurent, alertés par un bruit lointain. Ils réalisèrent que toute la forêt était un repère d'ours des glaces et décidèrent de battre en retraite avant d'en croiser davantage. Cependant, Sung refusa de partir, argumentant que tant qu'il restait prudent, rester dans la forêt était préférable à affronter un ennemi intelligent, comme les elfes des glaces. La combattante réfléchit à ces paroles et les trouva justes. Si les ours des glaces habitaient cette forêt, cela signifiait qu'il n'y avait pas de monstre plus fort dans les environs. Elle n'avait pas envisagé ces détails auparavant. Soudain, ils ressentirent un froid intense, ce qui poussa Sung à ouvrir sa boîte à outils. Il trouva des manteaux pour chacun d'eux et les distribua. Ses compagnons furent choqués de découvrir qu'il utilisait de la magie d'invocation, car même les chasseurs de haut rang peinaient à stocker plus de 2 ou 3 objets de bas niveau. Ils commencèrent à se demander qui était réellement Sung. À ce moment-là, un autre ours massif apparut. Sung s'avança pour protéger ses amis. Avec la magie émanant des 2 camps, les ours gigantesques se réunirent pour une attaque massive en forme de prison. Sung en réchappa. La scène se déplaça vers le monde humain, où Bak frappait à la porte rouge, essayant de l'ouvrir, mais celle-ci restait fermée. Il remarqua qu'avec un peu de chance, seul un chasseur de rang A et quelques chasseurs de rang B pourraient en sortir. Il n'avait d'autre choix que de compter sur le chasseur Kim. Yeon désigna un autre individu, Sung Jin-woo, un chasseur de rang E qui aurait peut-être subi un second éveil. Bak lui demanda s'il en était sûr, mais Yoon admit qu'il n'en était pas certain. Ce n'était qu'une rumeur qu'il avait entendue. À ce moment-là, Hwang apparut et demanda ce qu'il faisait là. En voyant Hwang, Bak devint furieux et exigea de savoir pourquoi Hwang était là, supposant qu'il se trouvait aux États-Unis. Hwang ignora la question de Bash et demanda plutôt pourquoi ils avaient permis à un déchet de rang E d'entrer dans l'une de leurs portes, surtout s'il n'était pas affilié à leur guilde. Bash ne comprit pas immédiatement que Hwang faisait référence à Sung. Hwang continua, expliquant qu'il avait fait l'effort de venir ici parce que Sung était piégé à l'intérieur d'une porte rouge. Il voulait au moins jeter un coup d'œil.
Debout devant la porte, Wang déclara qu'il ne pouvait pas atteindre Sung à l'intérieur de la porte, mais qu'il doutait fortement que Sung en sorte vivant. La scène se déplaça ensuite vers Sung, qui venait tout juste d'abattre l'ours. « Comme on pouvait s'y attendre d'une porte rouge, » dit Sung. « J'ai gagné plus de points d'expérience que d'habitude. » Le soir, on voit un groupe assis ensemble. L'un d'eux remarque « Plus tard, beaucoup de monstres apparaîtront. » Et on voit Sung utiliser ses pouvoirs. Un grand groupe de personnes lui demande d'affronter les monstres et de les éliminer. La scène passe alors à un robot qui attaque les monstres, s'engageant dans un combat féroce. Wang ignora la question de Bash et demanda plutôt pourquoi ils avaient permis à un déchet de rang E d'entrer dans l'une de leurs portes, surtout s'il n'était pas affilié à leur guilde. Bash ne comprit pas immédiatement que Wang faisait référence à Sung. Wang continua, expliquant qu'il avait fait l'effort de venir ici parce que Sung était piégé à l'intérieur d'une porte rouge. Il voulait au moins jeter un coup d'œil. Debout devant la porte, Wang déclara qu'il ne pouvait pas atteindre Sung à l'intérieur de la porte, mais qu'il doutait fortement que Sung en sorte vivant. La scène se déplaça ensuite vers Sung, qui venait tout juste d'abattre l'ours. « Comme on pouvait s'y attendre d'une porte rouge, » dit Sung. « J'ai gagné plus de points d'expérience que d'habitude. » Le soir, on voit un groupe assis ensemble. L'un d'eux remarque « Plus tard, beaucoup de monstres apparaîtront. » Et on voit Sung utiliser ses pouvoirs. Un grand groupe de personnes lui demande d'affronter les monstres et de les éliminer. La scène passe alors à un robot qui attaque les monstres, s'engageant dans un combat féroce. Jinwoo se tient victorieux face aux ours de la mort et démontre son immense pouvoir en tant que nécromancien lorsqu'il leur ordonne de se relever. Des ours d'ombre émergent des cadavres et Jinwoo ajoute de nouveaux membres à son armée d'ombre. À l'extérieur du portail, Han explique que la force de frappe est bloquée depuis 3 heures, mais qu'à l'intérieur, cela correspondrait à environ 3 jours. Les portails rouges sont extrêmement dangereux. Alors, Dong-Su conclut que Jinwoo doit déjà être mort et s'apprête à partir. Cependant, Dong-Su se ravise et exige de savoir pourquoi Jinwoo traîne avec la guilde du Tigre Blanc. Han explique simplement que Jinwoo est une de ses connaissances et qu'il voulait observer une mission de rang C. Han est soulagé lorsque cette explication semble suffisante, mais Dong-Su choque tout le monde en commençant à étrangler Han. Dong-Su n'est pas dupe et il sait qu'Han a le don de repérer les nouveaux talents. C'est alors que Baek devient très sérieux, se transforme et ordonne à Dong-Su de s'arrêter. Cela ne fait qu'enrager davantage Dong-Su, qui rétorque que Baek n'est qu'un gros poisson dans une petite mare. Les deux hommes libèrent une partie de leur puissance, terrifiant Han, qui craint qu'un combat de rang S n'éclate si personne ne les arrête. Toute la zone pourrait être complètement détruite, mais les deux hommes, furieux, s'attaquent l'un à l'autre malgré tout. De retour à l'intérieur du portail, Kim Chu est soulagé d'avoir échappé aux elfes. Son soulagement se transforme en choc lorsqu'il tombe sur les cadavres des puissants ours de la mort. C'est une vision terrifiante, et il se demande si les Eurans qu'il a laissés derrière sont responsables. Tremblant de peur, il réalise que Jinwoo et les autres n'étaient pas assez forts pour accomplir cela. Kim Chu craint que les couches de glace ne soient à l'origine de cela, alors il court à travers la forêt. De retour à l'extérieur, Dong-Su est impressionné en voyant que Wu est apparemment suffisamment puissant pour arrêter un combat de rang S. Le modeste Wu dit que la seule raison pour laquelle S et bras sont encore intacts, c'est parce que les deux chasseurs ont retenu leur puissance à la dernière seconde. Wu explique à Dong-Su qu'il a réévalué Jinwoo il y a 2 mois et il est certain que ce gamin est vraiment juste un U-rank. De plus, l'équipe de surveillance a enquêté sur la mort du frère de Jinwoo et il détermine qu'il a été éliminé par une bête magique. Dong-Su sait que c'est juste une histoire pour le public et il déduit que si le tueur n'est pas Jinwoo, cela doit être l'autre gars, le gamin riche nommé Yu. Wu veut savoir pourquoi il poursuit Jinwoo, si tel est le cas, mais la réponse de Dong-Su est simple. Jinwoo est un complice.
À ce moment-là, Dong-soo est appelé ailleurs et il dit que Jin-woo a de la chance. Ah-han pense à la manière dont personne ne comprend le pouvoir de Jin-woo comme lui et il est certain que Jin-woo survivra au portail rouge. À l'intérieur, les autres membres du groupe de Jin-woo sont assis près d'un feu, mais Kim-chu les a retrouvés. Il est furieux de constater que des faibles comme eux ont non seulement survécu, mais qu'ils prospèrent avec des vêtements adaptés au froid, des couvertures et de la nourriture. Furieux, Kim-chu les confronte et révèle que son groupe est mort faute d'équipement. Perdant complètement la raison, il exige de savoir qui cachait tout ce matériel, accusant les survivants d'être responsables de la mort de ses coéquipiers. Il arrive à la conclusion que Park devait tout savoir depuis le début, ce qui expliquerait pourquoi elle voulait rejoindre le groupe des plus faibles. Kim-chu ordonne à la personne responsable de se dénoncer, comptant à rebours à partir de 3, menaçant d'éliminer tout le monde s'il n'obtient pas de réponse. Lorsqu'il termine son compte à rebours sans qu'aucun aveu ne soit fait, il croit déjà savoir qui est derrière tout cela. Il hurle le nom de Jin-woo et s'apprête à attaquer tout le monde, mais Jin-woo surgit de nulle part pour le terrasser instantanément. Tout le monde est stupéfait de voir leur leader, et Jin-woo ne peut pas croire que Kim-chu ose blâmer les autres pour l'échec de son équipe. Cependant, ce n'est pas la seule erreur de Kim-chu, car Jin-woo détecte qu'il a attiré encore plus de problèmes. Jin-woo s'adresse aux intrus en disant que leur aura est bien trop forte pour ne pas être remarquée, et il leur ordonne de révéler leur présence. Les elfes de glace obéissent et se montrent. Leur chef est surpris de constater qu'un des humains insignifiants semble réellement puissant. Jin-woo réplique immédiatement, mais tout le monde reste stupéfait de constater qu'il parle la langue des bêtes magiques. Jin-woo est également surpris, mais il en déduit que c'est grâce à son système de triche. Le chef elfe explique alors la raison de leur présence. L'un de ses soldats a perçu la puissance de Jin-woo lorsqu'il a arrêté la flèche et souhaite l'affronter. Cependant, avant même que le chef ne termine sa phrase, Jin-woo décapite le challenger d'un coup net. Le chef, loin d'être en colère, est très amusé, mais Jin-woo reste impassible et attaque immédiatement le leader. Ce dernier se défend habilement, et Jin-woo comprend rapidement qu'il ne sera pas facile à vaincre. L'amusement du chef persiste, et il affirme que Jin-woo n'est pas humain, tout en se demandant pourquoi il prétend l'être. Jin-woo n'a aucune idée de ce dont il parle, ce qui amuse encore plus le chef. Cela signifie, selon lui, que Jin-woo est ignorant de quelque chose. Le chef révèle que les elfes entendent une voix dans leur tête, leur ordonnant de tuer les humains. Toutefois, cette voix reste silencieuse en présence de Jin-woo. Cela intrigue Jin-woo, qui commence à se demander si cela est lié à son système de directives. Le fait que cette voix ne les pousse pas à s'opposer à lui pourrait être dû au statut de Jin-woo en tant que joueur. Le chef propose alors de régler les choses de manière raisonnable, en encourageant Jin-woo à simplement leur livrer les humains. Jin-woo demande pourquoi ils combattent les humains, mais un événement étrange se produit alors que le chef commence à répondre. Son corps bug brièvement, comme une image déformée, et il répète mot pour mot ce qu'il venait de dire quelques secondes auparavant. Jin-woo riposte avec une réponse, mais tout le monde est surpris de voir qu'il peut parler la langue de la bête magique. Jin-woo est lui-même surpris, mais il conclut que son système tricheur est à l'origine de cette capacité. Le chef elfe explique alors pourquoi ils sont ici. L'un de ces hommes a pu sentir la puissance de Jin-woo lorsqu'il a arrêté la flèche, et il souhaite le combattre. Avant même que le chef ne puisse terminer sa phrase, cependant, Jin-woo tranche la tête du challenger. Le chef est très amusé, mais Jin-woo ne l'est pas. Alors il passe immédiatement à l'attaque contre le chef. Ce dernier se défend bien, et Jin-woo sait que ce ne sera pas facile de le vaincre. L'amusement du chef continue alors qu'il déclare que Jin-woo n'est pas humain et se demande pourquoi il prétend l'être. Jin-woo n'a pas la moindre idée de ce dont il parle. Alors le chef éclate de rire en réalisant que Jin-woo est ignorant. Il révèle que les elfes ont une voix dans leur tête leur ordonnant de tuer les humains, sauf qu'ils ne l'entendent pas lorsqu'il s'agit de Jin-woo.
Cela pousse Jin-Woo à se demander si cela ressemble à ses directives de système. Le fait que la voix ne les dirige pas contre lui pourrait venir du fait que Jin-Woo est le joueur. Le chef révèle qu'il préférerait régler les choses de manière sensée et invite Jin-Woo à remettre les humains sans résistance. Jin-Woo demande alors pourquoi ils s'en prennent aux humains en premier lieu, mais quelque chose d'étrange se produit lorsque le chef commence à répondre. Son corps se fige un instant et il répète ce qu'il a dit une seconde auparavant. Les deux guerriers se lancent alors l'un contre l'autre et Barca montre sa domination. Cependant, il est surpris lorsque Jin-Woo téléporte sa lame dans son autre main. Les deux évitent de justesse les attaques de l'autre, mais Jin-Woo finit par être repoussé. Barca n'avait pas pris autant de plaisir à un combat depuis longtemps, mais Jin-Woo a encore plus à lui offrir. Jin-Woo laisse échapper un sourire, et Barca est stupéfait lorsqu'un gigantesque météore s'abat sur lui. Non loin de là, Kim-Chu reprend conscience et se souvient à peine de la façon dont il a été écrasé. Il maudit à nouveau Jin-Woo et saisit son épée. Jin-Woo a réussi à gagner du temps avec ses soldats magiques, mais Barca n'est pas impressionné et se prépare à attaquer à nouveau. À ce moment-là, Jin-Woo remarque que Kim-Chu arrive par derrière. Il avait en réalité prédit que cela se produirait, donc avec Barca qui approche rapidement, Jin-Woo demande à Ygritte de créer un écran de fumée. Tout en restant caché, Jin-Woo contrôle la vie d'Ygritte et de Kim-Chu. Kim-Chu est stupéfait de réaliser que Jin-Woo savait que tout cela allait se produire et qu'il n'avait été que manipulé. Avec la mort de Kim-Chu, Jin-Woo lui ordonne de se relever et une explosion de lumière surgit de son corps. Barca continue de charger et il dit à Jin-Woo que se cacher ne le sauvera pas. Il est stupéfait cependant lorsqu'un nouveau soldat apparaît pour le repousser. Jin-Woo nomme son nouveau membre, Fer, et le soldat pousse un cri perçant. Barca est prêt à relever tous les défis et après quelques secondes de combat, il peut dire que Fer n'est pas très agile. Jin-Woo refuse, ce qui pousse le chef à se demander s'il a vraiment l'intention de se faire des ennemis aussi puissants. Il rappelle à Jin-Woo qu'il le surpasse largement en nombre, mais Jin-Woo, confiant, lui demande pourquoi il en est si sûr. Sans attendre, Jin-Woo invoque son armée, laissant les autres abasourdis, incapables de comprendre comment cela est possible. Le chef elfe, sûr de lui, pense que Jin-Woo perd son temps, mais ce dernier ne prête aucune attention à ses paroles. Il veut un combat, et le chef accepte le défi. Les deux camps se lancent dans une bataille sanglante, tandis que certains essaient de fuir. Les soldats elfes les prennent en chasse, mais Jin-Woo démontre son incroyable maîtrise du combat en les éliminant un par un. Malheureusement, il comprend vite pourquoi le chef était si confiant. Les elfes infligent des dégâts considérables. L'armée de Jin-Woo est immortelle, mais sa régénération consomme de l'énergie magique. Même si Jin-Woo en possède beaucoup, elle finira par s'épuiser. De plus, Jin-Woo reconnaît que le chef est clairement plus fort que lui. Le chef l'attaque directement et Jin-Woo réalise que, même s'il combattait aux côtés d'Ygritte, ce serait une lutte extrêmement difficile. Face à ces désavantages, il devient évident que des soldats ordinaires ne suffiront pas. Jin-Woo décide qu'il lui faut une force de combat encore plus puissante. Le chef se présente sous le nom de Barca et Jin-Woo, impassible, lui donne également le sien. Les deux guerriers se lancent l'un contre l'autre et Barca démontre rapidement sa supériorité. Cependant, il est surpris lorsque Jin-Woo téléporte sa lame dans sa main opposée. Les deux combattants évitent de justesse les attaques de l'autre, mais Jin-Woo finit par être repoussé. Barca, ravi, admet qu'il n'a pas eu un combat aussi exaltant depuis des lustres, mais Jin-Woo a encore bien plus à offrir. Avec un sourire énigmatique, Jin-Woo surprend tout le monde lorsqu'un météore géant s'abat sur Barca. Non loin de là, Kim-Chu reprend conscience, à peine capable de se souvenir de sa défaite cuisante. Furieux, il maudit une fois de plus Jin-Woo et s'empare de son épée. Jin-Woo a réussi à gagner du temps grâce à ses soldats magiques, mais cela ne fait qu'irriter Barca, qui lance une nouvelle attaque. À cet instant,
Jin-woo remarque que Kim-Chu s'approche par derrière. Comme prévu, Jin-woo avait anticipé cette situation et ordonne à Igris de créer un écran de fumée. Caché dans la fumée, Jin-woo s'associe à Igris pour éliminer Kim-Chu. Kim-Chu est stupéfait de réaliser que Jin-woo avait tout planifié et qu'il n'était qu'un pion dans son jeu. Avec Kim-Chu désormais mort, Jin-woo prononce les mots fatidiques. « Lève-toi !» Une lumière éclatante jaillit du corps de Kim-Chu. Pendant ce temps, Barka continue de charger, affirmant que ce cachet ne sauvera pas Jin-woo. Il est toutefois abasourdi lorsque Baek refuse de partir. Mais lui et Han sont stupéfaits lorsque des personnes commencent à sortir du portail. Baek est certain que c'est Kim-Chu, convaincu que son membre de guilde réussirait à accomplir la mission. Cependant, il est surpris de voir qui sort réellement. Han avait raison. C'est Jin-woo qui émerge. Le portail se referme, laissant Baek se demander où se trouve Kim-Chu. Il est horrifié d'apprendre que seul le chasseur de Baran a survécu et il s'interroge sur ce qui s'est réellement passé à l'intérieur. Baek aimerait interroger Jin-woo, mais ce dernier, épuisé, lui demande de poser ses questions à un membre de sa guilde. Baek n'en revient pas de ce qu'il vient d'entendre, car il ne s'agissait pas d'une demande, mais d'un ordre. À la limite, c'était une menace. De plus en plus sérieux, Baek rappelle à Jin-woo que 6 membres de sa guilde ont disparu. C'est sa responsabilité de découvrir ce qui s'est passé. Jin-woo, loin d'être intimidé, lui fait remarquer qu'il a été celui qui a sauvé les 2 membres survivants. Cela signifie que c'est aussi la responsabilité de Baek de lui montrer de la gratitude. La tension monte, mais Baek finit par se calmer, réalisant que Jin-woo a raison. Il s'excuse et Jin-woo raccompagne Song-yi chez elle. Baek demande à Park qui est exactement ce gars-là et pourquoi il semblait si en colère. Park révèle que c'est seulement après avoir vaincu le boss que son humeur a changé. Han insiste pour dire que cela doit être dû à l'épuisement, car Jin-woo est habituellement quelqu'un de gentil. Baek s'intéresse évidemment à Jin-woo et donne des instructions à Han pour s'assurer qu'il soit amené à leur guilde, quoi qu'il en coûte. Plus tard, Jin-woo raccompagne Song-yi chez elle. Elle le remercie pour tout et lui dit qu'elle a hâte de le revoir. En partant, Jin-woo réalise qu'il ne s'est même pas écoulé une journée entière depuis qu'ils étaient piégés dans le portail. Il est déçu car, après tous ses efforts, il n'a gagné qu'une seule dague et conclut que Barka devait être d'un niveau beaucoup trop élevé. Un flashback révèle que Jin-woo a essayé de transformer le chef elfe en soldat immortel. On lui a donné 3 tentatives, mais il n'a pas réussi à l'extraire. Au moins, il a obtenu Iron de cette situation, mais c'était déjà la 3e fois qu'il devait ôter des vies humaines. Le lendemain, vous rencontrez Jin-woo, mais ce dernier n'en croit pas ses yeux en voyant ce que vous portez. Il se dirige vers une mission, mais Jin-woo leur dit qu'il faut d'abord aller chercher quelqu'un. Il s'agit de Song-yi, et vous êtes choqués de voir à quel point ils semblent familiers l'un avec l'autre. Jin-woo lui demande si elle a réussi à dormir, mais cette question vous donne une mauvaise impression. Inquiet pour Jin-woo, vous lui rappelez que Song-yi est mineur. Bien sûr, Jin-woo ne fait rien de répréhensible, alors il reste décontracté, mais cela ne fait qu'amplifier votre malentendu. Puis Jin-woo change de sujet et démarre la voiture. Après leur voyage, le groupe arrive dans un donjon et se retrouve immédiatement pris au milieu d'un conflit. Jin-woo, au lieu de rejoindre la bataille, est captivé par les silhouettes spectrales qui combattent les ogres. Il demande à Jin-woo ce que sont ces créatures, et le protagoniste se rend compte qu'il en avait déjà parlé à son partenaire auparavant. Sans entrer dans les détails, il répond simplement que c'est l'une de ses capacités. Insatisfait, Yu veut savoir s'il peut invoquer des soldats fantomatiques, mais Jin-woo estime que c'est trop complexe à expliquer pour le moment et change de sujet. Après la victoire, il claque des doigts et ordonne à son armée de ramasser les pierres précieuses. Puis Jin-woo s'agenouille et demande au moins à aider avec les gemmes. Instantanément, un soldat de l'ombre tente une poignée de gemmes au chasseur, qui le remercie pour sa compréhension et fait sourire son ami. Pendant ce temps,
sur un bateau échoué, un guerrier crie de désespoir, tandis qu'un homme lui dit de ne pas crier et de rester calme, expliquant que les autres qui sont tombés ne sont que évanouis. Cependant, comme il ne parle pas anglais, il suppose que le guerrier n'a aucune idée de ce qu'il dit, alors il se désigne et dit quelques mots mal compris. De retour parmi les chasseurs, il se dirige vers un restaurant après l'expédition pour savourer de la viande et une boisson, célébrant l'accomplissement de l'Addix-9 émission de Jin-Woo sous contrat avec Yoo-Jin-Woo. Selon le lièvre, cela aurait été impossible sans son camarade. Jin-Woo demande quelle est la prochaine étape pour son ami, et il explique qu'il va passer un examen écrit dans une association pour obtenir une licence de maître de guilde et utiliser cette licence pour négocier avec son père. Pendant ce temps, Jin-Woo mentionne qu'il sera hors de contact pendant un certain temps, car il doit se rendre dans un endroit particulier. Après cela, Jin-Woo tourne son verre et anticipe qu'on devrait lui dire de se taire s'il devient agaçant. Il révèle alors qu'il a un frère de Tennant son aîné qui ne l'aime pas. Les deux n'ont jamais passé de temps ensemble comme de vrais frères. D'un autre côté, Jin-Woo a sauvé la vie de Jin-Woo et a accepté sa demande. Autrement dit, le lièvre baisse la tête et confesse qu'il souhaiterait que son ami soit son frère. Lorsque ces mots sont prononcés, un silence gêné enveloppe la pièce et Jin-Woo garde la tête baissée jusqu'à ce que Jin-Woo serve son camarade et réponde qu'à partir de maintenant, ils sont frères. En entendant ces mots, Jin-Woo retient ses larmes, tourne un autre verre de boisson et propose presque de force plus de viande à son nouveau frère. Jin-Woo lui demande s'il est ivre, mais il insiste sur le fait qu'il est sobre. Pendant ce temps, l'homme qui avait agressé les autres sur le bateau échoué est retrouvé en prison et menotté. Selon les autorités responsables de l'arrestation, cet homme se présente comme un chasseur étranger qui a été piégé dans un portail il y a 10 ans et n'a jamais réussi à en sortir jusqu'à ce qu'il arrive aux États-Unis. Comme il ne parle pas anglais, l'interrogatoire du suspect doit être mené avec un traducteur présent. Pour l'instant, on pense que ce prisonnier est une bête humaine éveillée. C'est pourquoi les autorités ont demandé l'aide d'un chasseur de rang S de Washington, qui est un compatriote du suspect. Ce chasseur s'appelle Wang Dong-soo, et l'enquête se poursuivra dès qu'il sera de retour aux États-Unis. D'ailleurs, l'un des agents a demandé le nom du prisonnier, et un autre, peinant à le prononcer, dit que son nom est Sung Il-won. De retour chez lui, prêt à repartir, Sung Il-won dit à sa sœur qu'il sera absent pendant 1 mois avec un ami, et elle lui demande depuis quand il a une petite amie et pourquoi il ne l'a même pas dit à sa petite sœur. Dans la scène suivante, le garçon revient dans un endroit où il était allé il y a quelque temps. Aux alentours du niveau 20, il fait face à Cerbère dans le château démoniaque et n'a pas pu finir le travail. Mais maintenant qu'il a triplé de niveau, il sent qu'il a une chance. Alors il ouvre la porte du donjon avec la clé appropriée et s'y précipite. Dès qu'il entre, il reçoit pour mission de collecter 10 000 âmes démoniaques, ce qui fait suer le jeune homme à cause de la quantité absurde, mais comme il est revenu au château à la recherche de l'élixir de vie, que ce soit 10 ou 5 000, Jin-Woo abattra chacune d'elles. Pendant ce temps, alors qu'il soumet son CV à son père, Yoo-Jin-Woo demande que la guilde lui soit transmise. Le vieil homme se souvient que Jin-Sung, son fils aîné, avait une autre idée pour cette guilde, mais Jin-Woo soutient que ce plan consistant à mettre quelqu'un de l'extérieur à la tête est trop risqué pour l'entreprise. Cela dit, son père mentionne que c'est Jin-Woo-sung qui a été impliqué dans la tragédie du donjon où le groupe de Wang Dong-suk a été éliminé, et dans la mort des prisonniers du département de supervision. Pourtant, cet homme reste libre et impuni pour ses actions, et c'est lui qui a participé à littéralement toutes les expéditions de Jin-Woo vers les portails. Lors du récent incident du portail rouge de la guilde du Tigre Blanc, il y a quelques jours, on a dit que le fils de Sung Il-won était responsable de l'évacuation sécurisée des survivants. Ainsi, le père de Jin-Woo imagine que son fils a réussi à obtenir la licence de maître de guilde en grande partie grâce à l'aide de Jin-Woo. C'est pourquoi il se demande si le fils se sent capable de diriger une guilde en sachant cela. Cependant,
Même après avoir entendu tout ce que son père a dit, le garçon insiste pour dire qu'il aimerait avoir la guilde Yu-Jin. Ainsi, l'homme d'affaires puissant donne à son fils une chance, mais avec une condition. D'après ce qu'il a entendu, le Tigre Blanc souhaite recruter Jin Woo-sung après l'incident du portail rouge, et Jin Woo doit le conduire à la guilde Yu-Jin avant que cela n'arrive. À propos de lui, Jin Woo n'a pas pu extraire les âmes des démons morts car leur mana est contaminé, ce qui est dommage puisqu'il avait empilé des centaines d'âmes. Cependant, le chasseur reçoit une autorisation écrite pour entrer au 2e étage, puis une lumière immense, probablement le point de téléportation, émane d'un endroit spécifique du donjon, qui, comme le commente Jin Woo, est gigantesque, presque comme une ville entière dans un seul bâtiment. Marcher pourrait fatiguer le chasseur, alors il invoque le leader des ours de glace pour servir de monture. À peine monté sur l'animal, une horde de démons apparaît devant lui, mais l'ours charge et ouvre la voie vers leur destination. À cause de ce mouvement, Jin Woo nomme l'ours Tank. Pendant ce temps, nous nous rendons à l'association des chasseurs, une structure massive équipée de salles de sport et de piscines. Parmi quelques filles nageant, Chat Hat émerge de l'eau, attirant l'attention des autres par sa beauté. Cependant, tout ce à quoi elle peut penser est un incident qui s'est produit une fois. Lors d'une réunion avec le maître Choi Jong-in, elle avait voulu rendre publique l'information sur les fourmis volantes, mais Choi avait répondu qu'il avait reçu un ordre de l'association, car il croyait que divulguer ce fait ne ferait qu'entraîner la panique parmi la population. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. La priorité est d'augmenter le pouvoir de l'association pour en faire la plus grande guilde du pays et assumer les responsabilités qui en découlent. En revenant à Jin Woo après avoir tué un autre démon, il réfléchit à sa peur lorsque ce donjon avait été classé S lorsqu'il avait obtenu la clé pour y entrer. Mais les démons qui y vivent semblent n'être que de rang B. Cependant, ils arrivent toujours en grand nombre, et plus l'humain avance, plus les monstres deviennent forts. Cependant, si Jin Woo parvient à éliminer les démons porteurs des permis, il pourra continuer à monter étage après étage. Cela dit, si la structure du château démoniaque est la même que celle de la tour originale, il y a 100 étages et le chasseur peut à peine imaginer le niveau des démons qu'il rencontrera au dernier étage. Maintenant, plus important encore, il semble que Jin Woo n'ait pas assez de nourriture pour une expédition aussi longue, en plus de la promesse qu'il a faite à Gina. Ainsi, tout comme lors de la bataille contre les démons, Jin Woo court également contre le temps, mais au final, il atteint les 10 000 âmes fixées par la mission. Le jeune homme ne sait pas jusqu'où il pourra grimper dans ce donjon, mais quoi qu'il en soit, il continue d'avancer. Ce faisant, il rencontre le seigneur des étages inférieurs, un démon connu sous le nom de Volcan de la convoitise, qui garde le 50 et étage. Pendant ce temps, le manager Han Sang-min visite la maison de Jin Woo avec Park Hee-jin pour tenter de le recruter pour le Tigre Blanc. Mais il trouve seulement sa sœur à la maison, qui dit que son frère est parti en voyage. Han note que Jin Woo n'a pas participé à de récentes incursions et que le dernier emplacement suivi par l'association était le centre de la zone urbaine. Hee-jin est impressionné de voir que son partenaire peut découvrir de telles choses et il explique que c'est son travail. Quoi qu'il en soit, les coordonnées du garçon sont désormais inconnues. Revenant à lui, Jin Woo-sung ordonne à son armée de laisser le chef ennemi à lui-même. Ainsi, les subordonnés avancent pour combattre les autres adversaires. Les mages spectraux lancent des flammes sur les démons, tandis qu'Ygris, le rouge sang, charge les rangs ennemis, provoquant un véritable chaos. Grâce à l'augmentation de son intelligence, Jin Woo a pu améliorer à la fois sa puissance magique et le nombre de soldats qu'il peut invoquer. Mettant cela de côté, le chasseur se demande combien de temps le chef des démons compte rester assis, et puisque l'ennemi refuse de bouger, l'humain décide de prendre l'initiative. Cependant, avant qu'il ne puisse en prendre conscience, le volcan de la convoitise se précipite à une vitesse incroyable pour attaquer Jin Woo. Jin Woo réagit rapidement et donne un coup de poing qui envoie le démon voler.
surprenant lui-même le jeune homme, qui se demande combien de force il a mise dans ses attributs pour parvenir à cela. Face aux dégâts subis, le volcan de la convoitise est rempli de rage et active sa capacité cerbère. Lorsque le démon géant charge Jinwoo, l'homme ordonne à Iron d'envoyer son bouclier vers lui. Avec le bouclier levé, Jinwoo parvient à bloquer le lourd marteau du géant. Mais la combinaison intense subie commence à inquiéter l'humain quant à la santé du bouclier. Défendant patiemment, l'homme attend une seule ouverture pour contre-attaquer, et à un certain mouvement du démon, il réussit à se libérer de la combinaison et saute vers le cou de l'ennemi. Mais le volcan se retourne immédiatement et frappe avec son gourdin. Par réflexe, Jinwoo active la main du souverain et absorbe l'impact au point de ne pas mourir sur le coup. Après avoir évité la faim, Jinwoo se demande si ce monstre peut lire ses pensées, tout en imaginant que le seul endroit où il pourrait infliger des dégâts serait sa tête. Quoi qu'il en soit, il doit d'abord restreindre les mouvements agiles et indéchiffrables du géant. Alors Jinwoo utilise la rage du volcan de la convoitise pour l'attirer vers un bâtiment. Dès qu'il s'en approche, Jinwoo grimpe rapidement la structure, tandis que le démon ne peut s'arrêter et s'écrase contre elle. Ayant cet avantage, le chasseur frappe finalement l'adversaire avec sa dague, remportant le combat et recevant un fragment de l'arbre de vie. Pendant ce temps, Dong-Soo arrive aux États-Unis pour interroger Sun Il-won. Mais le premier à poser des questions est l'interrogé. Il veut savoir combien d'humains connaissent l'existence des portails et des bêtes magiques, car tout cela n'est rien comparé à la pire force catastrophique qui s'est enfin éveillée. Et le but de Sun Il-won est d'empêcher qu'une catastrophe se produise. Ignorant celui qui se croit être juste une bête magique, Dong-Soo demande au prisonnier s'il se souvient encore du nom de sa femme ou de l'un de ses 2 enfants. Alors l'homme répond que l'un de ses enfants s'appelle Jinwoo. Cela dit, Dong-Soo promet que les 2 se reverront en enfer. Et en parlant d'enfer, Jin-Woo-sung progresse avec son armée à travers les étages supérieurs et élimine Métis, le seul guide. Retour à l'interrogatoire, les environs sont devenus des ruines. Selon les responsables impliqués dans l'affaire, c'est ce qui se produit lorsque 2 chasseurs de rang S entrent en conflit. En fait, ils ont eu de la chance de ne pas avoir été blessés, car Hwan Dong-soo a été vaincu en un clin d'œil. À ce moment-là, la nourriture de Jin-Woo-sung s'épuise enfin aux oies 75 et étages. Malgré ses lamentations, il reconnaît qu'il a obtenu de bons objets lors de l'expédition. Une boucle d'oreille portée par le boss du 50 et étage et un collier obtenu après avoir tué un squelette. De plus, le miroir de la convoitise sera assez utile pour ces mages spectraux et enfin, il a gagné une clé dont il n'est pas tout à fait sûr de ce qu'elle ouvre. Quoi qu'il en soit, la priorité de Jinwoo est de rassembler les 3 fragments de l'arbre de vie. Le premier qu'il a obtenu en éliminant le volcan de la convoitise. Le deuxième est l'eau de la forêt de l'écho, obtenue en tuant Métis. Ainsi, le dernier morceau reste pour que Jin-Woo-sung puisse sauver sa mère. Après avoir franchi le portail par lequel il est entré, Jinwoo consulte son inventaire où il trouve 2 matériaux nécessaires à la fabrication de l'élixir de vie. Il ne lui reste plus qu'à trouver le sang purifié du roi démon, mais pour obtenir cet objet, il doit être parfaitement préparé. Suite à son expédition dans le château des démons, le protagoniste a gagné plusieurs niveaux, mais officiellement, il est toujours classé E et ne peut donc pas participer à des missions au-delà de ce niveau. C'est pourquoi Jinwoo décide de réévaluer son rang. Le lendemain, au siège de l'association des chasseurs, Hyun Ki-chul est impatient de découvrir le type de talent qu'ils vont recruter aujourd'hui. En observant un homme en chemise violette parmi les candidats, il se doute qu'il est de rang C. Devant lui, l'individu semble être de rang O et cherche la personne suivante à évaluer. Ki-chul est surpris par ce qu'il voit et appelle immédiatement Buck pour l'informer que Hyun Ki-chul, le fils du directeur adjoint, est venu réévaluer son rang. En entendant cela, le patron descend précipitamment. De retour auprès du protagoniste, il entend l'homme à la chemise violette tenter de calmer l'autre candidat, arguant que, d'après ce qu'il a entendu, le processus d'évaluation est assez simple. En fait,
l'autre candidat admet qu'il a besoin de l'argent qu'il pourrait gagner en tant que chasseur, afin de récupérer sa femme et sa fille qui l'ont quitté. Ensuite, l'homme en violet explique que tant que vous êtes évalué au rang D ou supérieur, la guilde vous offrira une invitation et tout ira bien. Autrement dit, tant que vous ne restez pas au rang E, vous pouvez en vivre. En entendant cette conversation, Jin-woo trouve ironique qu'il appartienne encore au niveau le plus bas et sourit légèrement. Peu après, le jeune homme est appelé pour une réévaluation et pose sa main sur le globe noir. Le professionnel surveillant le processus est surpris par un message d'erreur sur le système. Alors elle essaie de répéter la procédure, mais le même problème se reproduit. Le directeur entre dans la pièce pour demander ce qui se passe, et lorsque l'employé lui montre, il constate que ce n'est pas une panne mécanique. En fait, la machine est incapable d'évaluer ce chasseur, car son pouvoir magique dépasse ce qu'elle peut analyser. En d'autres termes, ce jeune homme est le 10 chasseur de rang dans l'histoire du pays. Pendant ce temps, Choi demande comment avance la recherche sur les fourmis volantes, et Jin Cheol rapporte que le département a effectué une autopsie comparant la structure interne et le pouvoir magique résiduel de l'ancien spécimen avec celui-ci, mais qu'il faudra encore du temps pour obtenir des conclusions. Puis, Choi mentionne qu'il a entendu parler de l'incident du portail rouge et que la guilde du Tigre Blanc a permis à une personne extérieure de participer à ce raid et même de vaincre le boss. Le maître veut savoir qui est cette personne. Alors, Genshel explique qu'il était présent le dernier jour de l'incident, mais qu'il n'est pas resté jusqu'à la fin jusqu'à ce qu'ils ne connaissent pas beaucoup de détails. Choi répond qu'il est dommage, dans les commentaires, que la salle soit bruyante. Genshel pense qu'il s'agit de l'évaluation des éveillés, mais décide de vérifier au CIAS où. Avant que le manager ne parte, le maître de guilde souligne qu'il est curieux et qu'il accompagnera son collègue. Dans la salle, tout le monde n'en revient pas qu'un chasseur devant eux ne puisse pas être évalué par la machine du quartier général. Lorsque la nouvelle se répand, toute la foule est rivée sur Jin-woo, qui s'entretient avec le directeur. Ce dernier demande au jeune homme de revenir dans 3 jours pour tenter à nouveau l'évaluation. Au milieu de tout cela, Genshel se dit que tout se passe exactement comme Han l'avait prévu. À ce moment-là, maître Choi Jong-in entre dans la salle et attire l'attention des personnes présentes. D'après Jin-woo, ce type est le summum des mages de type feu, connu sous le nom de chasseur suprême. De même, Choi évalue le jeune homme avec la quantité folle de mana qui enveloppe son corps et conclut qu'il est la raison d'une telle agitation. Au passage, Jin-woo commence à se diriger vers le représentant de l'association de la guilde, qui lui demande si le jeune homme a rejoint un quelconque clan et s'ils peuvent en parler. Cependant, Jin-woo ignore complètement le maître et sort. Embarrassé, Choi demande à Genshel s'il a déjà dit à Jin-woo qui il était et le manager confirme. Ainsi, le maître commence à croire qu'il n'est pas tout à fait comme ça. À ce moment-là, Baek arrive en courant, et Choi suppose que le président du White Tiger et Person est apparu à cause de ce gamin. Ainsi, il présume que Jin-woo est responsable de la conquête du portail rouge. De même, en voyant Maître Choi passer sans rien dire, Baek se rend compte qu'il vient de découvrir la vérité. Le soir, Jin-woo rend visite à sa mère à l'hôpital et sent qu'elle peut se réveiller à tout moment. C'est pourquoi, bien qu'elle soit inconsciente, le fils demande à une femme de l'attendre encore un peu. En sortant de la chambre, Genshel attend Jin-woo, disant que le jeune homme lui a fait réaliser à quel point il était aveugle. L'équipe de surveillance a pour mission d'observer les chasseurs et de punir ceux qui enfreignent la loi. Habituellement, Genshel se fie à son propre jugement, mais tout semble bouleversé. Peu intéressé par la conversation, Jin-woo demande s'il a vraiment besoin d'être surveillé et le directeur explique que oui, mais pas en tant que criminel. En fait, la surveillance est la seule équipe capable de résoudre les incidents avec les chasseurs, mais lorsqu'il s'agit d'un rang S, même eux ne peuvent pas faire grand-chose. Cela dit, l'homme informe que quelqu'un veut rencontrer Jin-woo. À ce moment-là, Jin revient, tandis que Go Gun-hee émerge de l'ombre avec un sourire amical sur le visage, se présentant comme le président de l'association des chasseurs. Tout d'abord,
il félicite le jeune homme d'avoir atteint le rang S, car lorsque la machine rencontre ce problème, cela signifie que le chasseur a atteint le niveau ultime. Néanmoins, ils demandent au garçon de revenir dans 3 jours afin de rester en contact avec un chasseur aussi talentueux, puisque la guilde de Gunhee ne peut pas rivaliser avec les plus grandes en termes de rémunération ou de renommée. Par exemple, Woo Jin-chul est l'un des meilleurs chasseurs qu'ils aient, mais il reste néanmoins au rang A. Ainsi, Go Gunhee va droit au but et offre une position prestigieuse à Jin-woo au sein de l'association, car de nos jours, les plus grands défenseurs de la nation ne sont pas l'État, mais les chasseurs. Son corps est composé des 5 plus grandes guildes, qui ne sont presque jamais en paix les unes avec les autres. En fait, peu importe où Jin-woo décide de s'engager, cela provoquera un déséquilibre parmi les grandes guildes. À son tour, l'association représente la 6e puissance et a assumé le rôle de maintenir les 5 plus grandes guildes sous contrôle, ce qui est un service indispensable pour le pays. Pour cette raison, Bill aimerait que Jin-woo fasse partie de l'équipe. Écoutant attentivement chaque détail, Jin-woo s'arrête ou réfléchit sérieusement, car un emploi à l'association est très sécurisé et influent dans la société, surtout en tenant compte du fait que Go Gunhee a été le premier chasseur de rang S à s'éveiller en Corée, à tel point que personne ne croit qu'il a plus de 80 ans, étant donné sa condition physique enviable. Bien qu'il soit à la retraite, le président est au même niveau que Jin-woo, même si ce dernier s'efforce tant de progresser. Autrement dit, accepter cet emploi changerait la vie de Jin-woo à jamais. Cependant, le jeune chasseur refuse l'offre, car sa place est dans les donjons, à combattre des bêtes magiques. Voyant la vérité dans les yeux du garçon, le président de l'association ressent une douleur dans son cœur et pense que s'il avait 10 ans de moins, il pourrait se tenir aux côtés de ce jeune homme dans un donjon. D'une manière ou d'une autre, il ne le force pas et laisse le garçon partir, qui demande à rentrer chez lui, considérant que sa sœur est seule. Avec le départ de Jin-woo, Gunhee dit à Jin-chul d'annuler son emploi du temps pour aujourd'hui, car il ne veut pas que quoi que ce soit perturbe le mauvais pressentiment qu'il avait ressenti lorsqu'il a découvert que même un soigneur de rang S ne pouvait plus compenser son vieillissement. Avec cela en tête, il invite son ami à boire un verre. Sur le chemin du retour, Jin-woo remarque que l'association gère principalement des donjons de rang D et E et qu'il doit progresser aussi vite que possible pour pouvoir guérir sa mère. Le lendemain matin, Dong-soo se réveille complètement brisé dans un lit d'hôpital. Malgré l'état terrible de l'homme, un individu arrive en demandant si le fils d'Il-won est réellement une bête magique. À ce sujet, Dong-soo n'a aucun doute. Une fois cela expliqué, l'autre homme avertit que les centres de commandement poursuivent cet homme, mais ils pensent qu'ils ne pourront pas attraper quelqu'un que même Dong-soo n'a pas réussi à maîtriser. Laissé seul, l'homme d'affaires se remémore le pied d'Il-won sur sa poitrine, lui ordonnant de laisser sa famille tranquille pour son propre bien. Sinon, même la mort ne sauverait pas Dong-soo d'Il-won. En se rappelant cela, Dong-soo ressent l'humiliation de la défaite comme une douleur physique et décide de traquer cet homme à nouveau avec l'équipement approprié. Dans ce cas, l'équipement en question est un artefact, des pièces d'équipement si avancées qu'aucun artisan ne peut les fabriquer. Avec le nombre croissant de chasseurs, il est même possible de trouver plusieurs artefacts en vente sur des enchères en ligne, une chose que Jin-woo explore en cherchant un pour lui-même. Mais le problème est que cet article est bien trop cher pour être acheté par quiconque. Ayant besoin d'un meilleur équipement pour retourner au château des démons, Jin-woo pense à vendre l'orbe d'avarice. Mais un objet aussi puissant soulèverait des questions sur la manière dont un chasseur de rang E a pu se le procurer. Au milieu de cela, le garçon remarque qu'un groupe de mineurs recrute des chasseurs pour un raid de rang E. Pendant ce temps, Go Gunhee consulte les données de Jin-woo datant d'il y a 4 ans, lorsque sa photo était encore très différente de celle d'aujourd'hui. Pour cette raison également, le président demande si le garçon aurait pu falsifier son rang, et Jin-chul répond qu'il existe des archives montrant que Jin-woo a été gravement blessé à plusieurs reprises, ce qui rend difficile de croire qu'il ait pu le faire. D'ailleurs, il a couvert les frais de traitement du sommeil éternel de sa mère et les études de sa sœur.
Go commente qu'on ne voit plus cette dévotion chez les jeunes de nos jours, et Jin-chul remarque dans les dossiers que Jin-woo a rejoint une équipe de mineurs pour un raid. Gun-hee déclare alors qu'il est difficile de prévoir les actions de ce garçon. Lorsque Jin-woo arrive au travail, le patron lui demande s'il est de rang E, ce qu'il confirme. Ensuite, le patron lui demande s'il a de l'expérience en minage, et la réponse est négative. En imaginant que le chasseur est du type combat, le patron conclut qu'il ne devrait pas s'inquiéter de la forme physique du travailleur. Il lui dit qu'il y a beaucoup de gars comme Jin-woo, alors qu'ils se détendent, tout ira bien. Lorsque l'homme s'éloigne, Jin-woo réfléchit que les raids les plus difficiles nécessitent un certain degré de spécialisation. Par exemple, l'équipe d'attaque s'occupe des monstres magiques, l'équipe de minage extrait les cristaux de mana et l'équipe de collecte récupère les carcasses des monstres. Bien qu'il y ait beaucoup de personnes impliquées, Jin-woo pense que le profit en vaut la peine, même si les donjons de ce niveau sont remplis de dangers inimaginables. À ce sujet, alors qu'il entend le rugissement féroce provenant de l'intérieur de la grotte, Choi invoque une boule de feu extrêmement puissante qui pulvérise les monstres géants devant lui. Ensuite, il demande aux tanks de faire leur travail, et les chasseurs portant des boucliers forment une barrière devant le maître. Une boule de feu qui les atteint est bloquée par un sort combiné des porteurs de boucliers. Cela fait, le groupe avance plus profondément dans le donjon. Non loin de là, Jin-woo entend que l'équipe d'attaque s'apprête à partir, ce qui lui fait comprendre que tout dans le donjon a déjà été éliminé, sauf le boss. Quand il a croisé Choi Jong-in hier, Jin-woo savait que cet homme était puissant, mais nettoyer un donjon de rang A sans transpirer, c'est tout simplement impressionnant. Pendant ce temps, en passant près des mineurs, la seconde commandante de la guilde des chasseurs, le 9e rang S en Corée, Cha-ha, surnommée la ballerine, entre en scène. Immédiatement, elle perçoit une aura inhabituelle parmi les travailleurs, pensant même que le président Go pourrait être présent. Finalement, maintenant que l'équipe d'attaque a terminé sa mission, c'est au tour des mineurs et des collecteurs de se mettre au travail. Une fois à l'intérieur, Jin-woo est davantage préoccupé par un signal de puissance magique qu'il détecte venant des profondeurs de la grotte, probablement émis par le boss de ce donjon de rang A qui semble plus fort que Vulcan et Métis dans le château des démons. Sachant cela, Jin-woo brûle d'envie de descendre immédiatement pour tester la puissance d'un tel monstre. Autour de lui, il entend un groupe de mineurs se moquer d'un novice de rang E qui a rejoint l'équipe, ce qui lui rappelle que les individus de bas niveau sont toujours traités de la même manière. De plus, lorsqu'un homme bouscule Jin-woo et tente de l'intimider, il recule rapidement dès que le jeune homme révèle son œil imprégné de mana. Par ailleurs, pendant qu'il mine, d'autres collègues remarquent que Jin-woo est bien trop fort pour être un individu de si bas rang, mais quoi qu'il en soit, c'est une bénédiction pour l'équipe de minage. Plus tard, à l'heure du déjeuner, Jin-woo profite que tout le monde quitte les lieux pour planifier de se rendre dans la salle du boss. Il sait que s'il vainc le boss, le portail se refermera, ce qui entraînera une grande perte pour la guilde, mais cela ne l'empêche pas de vouloir infliger quelques coups au monstre. Cependant, à ce moment précis, Cha-ha apparaît, pressant un mouchoir contre son nez, et demande ce que le travailleur fait ici. Jin-woo pense qu'il s'agit d'un geste sacrément imprudent de sa part, et, avec un soupir résigné, il dit à Cha-ha qu'il s'est simplement perdu et qu'il s'est retrouvé ici. Elle lui demande s'il fait partie de l'équipe d'exploitation minière et l'informe sans ménagement qu'il s'agit de la salle du patron, lui ordonnant de reculer. Jin-woo admet silencieusement que Cha-ha est à la hauteur de sa réputation, car il ne l'avait même pas entendue arriver avant qu'elle ne prenne la parole. Cha-ha remarque alors que la dague qu'elle avait vue plus tôt dans la main de Jin-woo a disparu, se demandant si ses yeux ne lui jouaient pas un tour. Jin-woo s'excuse de s'être égarée, une trace de regret colorant son ton, et elle lui lance de sortir immédiatement, de peur qu'il n'aggrave la situation du patron. Jin-woo tente de partir, mais alors qu'il passe devant Cha-ha, celle-ci remarque quelque chose d'anormal et lui ordonne de s'arrêter. Lorsqu'il s'arrête, elle le hume et s'étonne qu'il n'en peste pas.
Elle lui demande s'il est vraiment un chasseur, et après avoir confirmé qu'il l'est et qu'il est classé E, elle se demande si quelque chose ne va pas. Ikku l'en dissuade et lui conseille d'être prudent en sortant. Alors qu'il se retourne pour partir, elle se demande si l'absence d'odeur nauséabonde chez lui est due à son faible rang. Dans un moment de réflexion silencieuse, elle admet qu'en réalité, il sent incroyablement bon. Ensuite, nous voyons Jin-woo retourner dans le donjon après sa pause, tandis que ses compagnons mineurs ressentent une pointe d'envie en réalisant qu'il a eu la chance de rencontrer Cha-ha lorsqu'il s'est perdu. Ils mentionnent qu'ils ne peuvent que l'admirer de loin et expliquent qu'elle patrouille sans relâche la zone pour les protéger du boss, sacrifiant même son propre temps de repos. Avec une lueur d'admiration mêlée de mélancolie, Jin-woo comprend que c'est pour cette raison qu'elle se trouvait près de la salle du boss. Le chef des mineurs lui confie qu'elle est un peu mal à l'aise face à l'odeur des autres chasseurs. Les mineurs ajoutent que cela est dû à sa constitution unique, ce qui explique pourquoi elle couvre toujours son nez avec un mouchoir. Jin-woo réfléchit alors au fait que sa réaction à son égard était nettement différente et se demande si cela signifie qu'il ne porte pas l'odeur typique des chasseurs. Il se rappelle que le boss de la Porte Rouge avait dit quelque chose de similaire et en conclut que c'est sans doute parce qu'il est simplement un joueur. Avec un mélange subtil de curiosité et d'incertitude, il s'interroge sur ce que signifie réellement être un joueur, bien qu'il n'en ait absolument aucune idée. Plus tard, on le voit recevoir son paiement après la fin des travaux miniers, et le chef des mineurs lui exprime sa gratitude, reconnaissant qu'ils ont terminé plus tôt que prévu grâce à lui. Les mineurs font alors remarquer qu'il possède un véritable don naturel pour ce travail, et le chef avoue même que, durant toute sa carrière, il n'a jamais rencontré quelqu'un comme lui. Il demande si Jin-woo envisagerait de travailler pour lui à long terme, promettant une juste rémunération, mais Jin-woo répond qu'il s'agit simplement d'une affaire ponctuelle pour lui. Le patron fronce les sourcils, mais demande tout de même l'aide de Jin-woo pour un jour de plus, expliquant que demain, ils ont des missions de rang A et C consécutives. Jin-woo se souvient que son test de réévaluation est prévu pour après-demain, et il se sent très confiant d'avoir enfin compris le processus de raid aujourd'hui. Pourtant, il n'est pas rassasié d'apprendre que la guilde des chasseurs a aligné les missions de raid l'une après l'autre, prévoyant de s'attaquer à 2 missions demain. Le chef l'informe que la 2e équipe d'assaut sera affectée à CS Mission, ce qui étonne Jin-woo. Le chef se vante que la véritable force de la guilde des chasseurs réside dans le fait qu'elle possède 2 équipes d'assaut capables d'attaquer des portes de rang 8, ce qu'aucune autre guilde de la nation ne peut faire. Énergisé par cette révélation, Jin-woo accepte de revenir demain, et le patron, manifestement ravi, promet de parler à son supérieur pour doubler son salaire. Jin-woo lui dit modestement de ne pas s'inquiéter, mais le patron insiste. Ce soir-là, nous voyons Cha-ha demander à quelqu'un de rechercher Jin-woo au sein de l'équipe minière, et elle découvre que cette personne le connaît déjà. Il explique que M. Choi lui a confié la même tâche l'autre jour, mais qu'il ne peut pas donner de détails car toutes les informations sur Jin-woo ont été mises sous scellé par la maudite association des chasseurs. Il trouve cela tout à fait étrange, car il n'a jamais vu l'association mettre sous scellé des données sur quelqu'un qui n'est pas un chasseur de haut niveau, et avant qu'il ne puisse en dire plus, Cha-ha met brusquement fin à l'appel. Allongée dans son lit par la suite, elle réfléchit à ce que tout cela pourrait signifier, pensant que bien qu'elle ait rencontré de nombreux chasseurs jusqu'à présent, c'est la première fois qu'elle en rencontre un qui a une odeur agréable. Le lendemain, Jin-woo arrive sur le site de la porte et tout le monde l'accueille à bras ouverts, lui souhaitant la bienvenue et lui rappelant ses premiers jours de chasse, ce qui fait naître un doux sourire sur son visage. Ils décident alors de commencer par la porte de rang C pour la journée et nous voyons Jin-woo travailler l'homme de pierre comme une foutue excavatrice humaine. Après avoir terminé le travail, il rejoint les autres pour un repas et le patron ne tarit pas d'éloges sur lui, affirmant qu'ils ont réussi à finir plus tôt et à profiter de cette pause déjeuner uniquement grâce à 16 efforts. Le patron se demande même si Jin-woo ne veut vraiment pas rester avec eux,
proposant de le payer 5 fois plus que d'habitude. Mais Jin-woo refuse catégoriquement l'offre. Peu après, Ki-hoon, le capitaine de la deuxième équipe d'assaut, fait son apparition et demande si quelqu'un de l'équipe minière peut donner un coup de main, car leur porteur n'a pas pu venir aujourd'hui. Le chef des mineurs suggère que l'équipe de récupération serait plus adaptée pour transporter du matériel. Mais Ki-hoon rétorque qu'ils ont déjà mentionné être en sous-effectif. Visiblement agacé, le chef n'est pas enchanté par cette demande. Et Ki-hoon renchérit en proposant une prime de risque à ceux qui accepteraient d'accompagner son équipe dans le donjon. Cependant, le chef refuse catégoriquement, affirmant que des chasseurs de bas rang comme eux ne sont pas adaptés pour servir de porteurs dans un donjon de ce niveau et qu'aucune somme d'argent ne changerait cela. Malgré tout, Kuma tente une dernière fois de voir si quelqu'un est intéressé, et Jin-woo lève la main avec assurance. Le chef essaie de le dissuader, mais Jin-woo lui répond de ne pas s'inquiéter, confiant en son propre courage. Malgré leurs protestations et leurs avertissements à Ki-hoon sur le fait que Jin-woo est nouveau et ne sait pas dans quoi il s'embarque, Kuma se contente de lui demander son rang. Lorsqu'il apprend que Jin-woo n'est qu'un rang E, il estime qu'il n'y a pas de mal à l'emmener avec eux. Ils se dirigent alors vers la porte, et Jin-woo ne peut s'empêcher de remarquer que celle-ci est plus grande que celle d'hier. Ki-hoon commente que bien qu'elle soit plus imposante, son énergie magique n'est pas aussi puissante que celle de la précédente, le rassurant sur le fait qu'elle n'est pas dangereuse. Après tout, la deuxième équipe ne serait pas là autrement. Jin-woo remarque rapidement que l'équipe est composée de 6 chasseurs de rang A et de 3 chasseurs de rang B, une formation qui reste qualifiée d'équipe d'assaut même en l'absence d'un membre de rang S. Alors qu'il pénètre dans la porte, Jin-woo se dit que la magie ici est probablement plus faible qu'auparavant, mais il ne peut s'empêcher de ressentir une atmosphère inquiétante qui lui rappelle la porte rouge. Le soigneur de l'équipe lui conseille de ne pas trop s'inquiéter, lui assurant que tous les chasseurs ici sont extrêmement compétents et que rien ne tournera mal tant qu'ils restent avec eux. Pendant ce temps, Ki-hoon est persuadé qu'une fois cette mission de raid terminée, il sera officiellement promu capitaine de l'équipe. Il est convaincu qu'il peut assumer ce rôle, même s'il n'est pas aussi redoutable que leur capitaine ou vice-capitaine actuel. Soudain, ils sentent la présence de monstres devant eux et passent immédiatement à l'action sans attendre d'autres ordres. Ils sont attaqués par des chacals de donjon, mais ces créatures sont trop faibles et l'équipe les élimine en quelques secondes à peine. Tous sont surpris de voir des chacals de donjon ici, et Jin-woo se demande s'ils sont rares. Le soigneur lui explique alors qu'il ne s'agit que de monstres de rang C, et qu'il est étrange d'en rencontrer dans un donjon de rang A. Comme les monstres faibles sont habituellement dévorés par des créatures plus puissantes, Jin-woo remarque ensuite des colliers autour de leur cou, révélant que CS Chacal était élevé comme chien de chasse par quelqu'un. À ce moment-là, d'autres monstres s'approchent, et ils se rendent compte qu'il s'agit d'une armée de hauts orques. L'un d'eux attaque en lançant une lance, et Kun parvient de justesse à bloquer le coup. Il le charge, et le tank utilise sa compétence de raillerie. Mais elle s'avère inefficace car les monstres s'attaquent à ceux qui sont dans le dos. Bien qu'un des chasseurs parvienne à les repousser, les orques ne subissent aucun dégât grâce à leur forte résistance à la magie. La mage du groupe lie alors l'un des monstres qu'elle ne peut retenir parce qu'il est trop fort. Alors la mage de feu invoque 2 soldats de feu pour l'aider. Pendant que les soldats du feu attaquent les orques, le reste de l'équipe se bat avec acharnement. Les orques parviennent à blesser l'artiste martial de l'équipe, ce qui les pousse à demander de l'aide à la guérisseuse, qui est déjà occupée à soigner le tank. Kun pense qu'ils sont en infériorité numérique et craint que ce soit leur fin lorsque les orques coupent même un bras du chasseur. Kun espère silencieusement que personne ne mourra ici et le guérisseur intervient pour régénérer entièrement le bras perdu, tandis que le mage à lunettes retient les orques. Un orque apparaît soudain derrière la guérisseuse, qui semble accepter sa mort imminente, jusqu'à ce que Jin-woo intervienne. En utilisant sa main de souverain, il tue l'orque en lui arrachant la colonne vertébrale. Le soigneur reste perplexe, se demandant ce qui vient de se passer, tandis que Jin-woo utilise sa compétence de furtivité pour aider les autres chasseurs, attaquant les orques dans l'ombre afin de les affaiblir sans être repérés.
Les chasseurs sont surpris de voir les orques soudainement vaciller, mais ils saisissent l'occasion et lancent une offensive totale, abattant les monstres les uns après les autres. Jin-Woo pense qu'il ne veut pas vraiment se faire remarquer en tant qu'étranger ici, mais qu'il refuse aussi de laisser qui que ce soit mourir sous ses yeux. Silencieusement, il continue d'affaiblir les monstres depuis les ombres, tandis que les autres chasseurs s'occupent du reste, finissant par éradiquer tous les orques. Ki-Boom s'enquiert alors de l'état de chacun et pousse un soupir de soulagement en constatant que tout le monde va bien. Le soigneur mentionne qu'un phénomène étrange s'est produit pendant le combat, et Ki-Boom ajoute qu'il a également ressenti un affaiblissement soudain des monstres. Il interroge les mages pour savoir s'ils en sont responsables, mais ceux-ci répondent que non, expliquant qu'un tel exploit ne devrait être possible qu'avec un chasseur de type assassin. Il décide de ne pas s'attarder sur la question, estimant qu'ils ont simplement eu de la chance puisqu'ils ont remporté la victoire. Pendant ce temps, la mage à lunettes pense que leurs porteurs ont sérieusement sous-estimé l'équipe. Elle aurait dû savoir qu'une compétence de furtivité serait détectée en présence d'un lanceur de sorts. Choisissant de garder le silence, elle se dit qu'il doit avoir ses raisons et qu'elle lui doit au moins cela pour les avoir aidés à survivre. Les chasseurs se tournent ensuite vers leur capitaine, lui demandant s'ils doivent continuer ou battre en retraite. Il souligne que pour affronter un donjon de ce type, il leur faudrait au moins 2 soigneurs supplémentaires et 3 mages de plus. Face à une forte suggestion de repli, le chef prend un instant pour réfléchir à la situation. Jin-Woo, qui comprend la réticence à aller de l'avant dans un donjon dangereux, espère silencieusement que le capitaine prendra la bonne décision. Finalement, le chef décide de se retirer, au grand soulagement de tous. Lorsqu'il atteigne la porte menant à l'extérieur, il remarque qu'elle est scellée par une barrière, ce qui n'était pas le séas lorsqu'ils sont entrés dans le donjon. Les mages s'avancent alors pour retirer la barrière, heureux d'avoir choisi de battre en retraite, car ce donjon abrite manifestement une entité capable d'une magie aussi avancée. Presque immédiatement, tout le monde sent une vague de magie puissante, ce qui soulève la question de savoir s'il s'agit du boss. Alors que les mages se dépêchent de démanteler la barrière, Jin-Woo se demande à voix haute pourquoi une fluctuation magique aussi importante n'a pas été détectée alors qu'ils étaient dehors. Après tout, même un chasseur de rang B aurait dû la repérer. À ce moment-là, les mages se mettent soudain à saigner abondamment et tout le monde se rend compte que quelqu'un a maudit la barrière pour en faire un piège sournois. Le capitaine ordonne d'urgence à l'un des chasseurs de lancer de la magie divine, mais comme personne n'y prête attention, il se retourne pour voir ce qui se passe et découvre qu'une armée entière d'orques se profile derrière eux. Ils comptent une 50aine d'orques et les chefs des 2 camps s'avancent à mi-chemin. Le chef des orques tente de communiquer, mais ses paroles sont inintelligibles jusqu'à ce que le chaman orque prenne possession de son corps et parle clairement en langage humain. Le chaman se présente sous le nom de Kargulgan et annonce à Ki-Hun qu'il attendait avec impatience l'arrivée des humains. Kvam demande alors à Kargulgan s'il est celui qui a scellé l'entrée, ce que le chaman confirme. Curieux, Ki-Hun lui demande s'il existe une entité plus puissante que lui dans ce donjon, mais Kargulgan répond qu'il n'y en a pas et leur lance un défi, l'affronter directement ou périr sous les coups de ses soldats. Sans hésiter, Ki-Hun choisit de faire face au chaman et les orques les conduisent immédiatement. Mais avant cela, Ki-Hun confie à Jin-Woo que leur plan consiste à attaquer le boss dès leur arrivée dans sa salle. Cette diversion devrait temporairement désactiver la barrière. Il ordonne à Jin-Woo de profiter de cette ouverture pour s'échapper et alerter l'autre équipe d'assaut. Jin-Woo ne peut s'empêcher de se demander s'ils ne sont pas tous en train de signer leur arrêt de mort. Ki-Hun lui rappelle froidement que leur mission est de fermer la porte, pas nécessairement d'en revenir vivant, et la soigneuse remet à Jin-Woo un court testament, lui demandant de le livrer à sa famille si les choses tournent mal. Bien que Jin-Woo l'accepte avec le cœur lourd, il espère ne jamais en arriver là. Elle l'exhorte à tout faire pour s'échapper pendant qu'ils accomplissent leur mission. Jin-Woo réfléchit au fait que cette situation critique lui rappelle le double donjon,
mais que ces personnes sont totalement différentes de celles qu'il a affrontées auparavant. Pendant ce temps, à l'extérieur de la porte, Cha-ha cherche désespérément Jin-woo, se demandant s'il aurait abandonné l'équipe. Lorsqu'elle exprime son inquiétude, le chef des mineurs lui apprend que Jin-woo est entré dans la porte en tant que porteur. À l'intérieur, Jin-woo et le reste du groupe arrivent enfin dans une salle du trône où ils sont accueillis par Cardle-Gun et une immense horde d'orques terrifiants. Au même moment, à l'extérieur de la porte, nous voyons Cha-hae se demander pourquoi Jin-woo est entré comme porteur, étant donné qu'il n'a qu'une vie à vivre. Elle se souvient l'avoir vu hier se tenir devant une salle de commandement avec une arme à la main, ce qui le rend maintenant plutôt suspect. Elle informe alors le chef des mineurs qu'elle va s'aventurer à l'intérieur pour enquêter, en leur demandant s'ils ont des armes correctes à disposition. Le chef se contente de produire une pioche et de la lui donner. Lorsqu'elle demande s'il y a autre chose, il admet qu'il n'a rien qui ressemble à une arme, juste quelques outils miniers supplémentaires. Cha-hae choisit d'entrer les mains vides, mais il se demande si elle peut se débrouiller sans aucune arme, et elle prend donc la pioche à contre-cœur. Au même moment, les chasseurs à l'intérieur de la porte sont stupéfaits par le nombre impressionnant d'orques de haut niveau, convaincus qu'ils pourraient facilement raser des villes entières s'ils étaient si nombreux à émerger. Ils remarquent que les 4 généraux de l'armée orque sont encore plus puissants que le reste de la horde et le chef ordonne aux orques de se taire. Les orques cessent immédiatement de frapper et Koum en déduit que leur mission doit être de fermer la porte, ce qui signifie qu'ils doivent vaincre le chef du donjon. Puis, dans un tournant dramatique, le boss enlève son masque et tous sont stupéfaits par son aura magique écrasante. Ils sont littéralement pétrifiés par la sensation d'insignifiance qu'ils éprouvent face à lui, et Ki-hoon ose lui demander pourquoi il les a rassemblés ici. Le boss leur répond froidement qu'ils ne sont rien d'autre que du divertissement pour lui, promettant de les éliminer un par un afin d'offrir un spectacle parfait pour amuser ses soldats. Ki-hoon et ses camarades sont frappés par le désespoir en entendant cela, incapables de croire que leur détermination est réduite à un simple jeu. Ils regrettent qu'ils ne soient que des jouets jetables destinés à être éliminés. Pendant ce temps, en remarquant Jin-woo parmi eux, le boss perçoit qu'un élément étrange s'est infiltré parmi les humains. Indifférent, Ki-hoon se jette sur le boss pour attaquer et ordonne aux autres de le suivre, mais tous restent figés par la peur. Impassible, il attaque le boss seul, mais ce dernier contre avec un bouclier magique. Le boss libère alors sa magie gravitationnelle, projetant Ki-hoon au sol, puis violemment contre le plafond comme une poupée de chiffon, répétant cette brutale manœuvre plusieurs fois. 6 coéquipiers regardent avec horreur alors que Ki-hoon est malmené, mais avant qu'il ne soit trop tard, Jin-woo intervient pour le sauver et le dépose délicatement au sol. Bien que Jin-woo pense qu'il ne devrait pas interférer, car cette mission revient à la guilde des chasseurs, il ne peut pas rester passif alors que toute l'équipe d'assaut est en danger. L'un des orques se jette alors sur lui, mais il stoppe son avancée d'un geste et l'anéantit instantanément avec sa technique main du souverain. Il se tourne ensuite vers Ki-hoon et lui demande calmement s'il peut prendre en charge tous les monstres magiques de la zone, ce à quoi Ki-hoon, n'ayant pas d'autre choix, accepte volontiers. Le boss, observant la scène, considère les démonstrations de ses ennemis comme de simples accès d'arrogance imprégnés de magie brute. Pendant ce temps, Jin admet que c'était la première fois qu'il rencontrait une telle puissance écrasante, même si leur rôle les opposait naturellement. Avec une détermination farouche, il invoque alors son armée des ombres, jurant de mettre fin au règne du boss une fois pour toutes. Pendant ce temps, à l'extérieur du donjon, l'équipe de surveillance dirigée par Jin-chul s'est rassemblée à l'entrée, tandis que les mineurs murmurent, perplexes, face à leur présence. Jin-chul, lui, se demande à haute voix pourquoi Jin-woo a travaillé comme mineur ces 2 derniers jours. Lorsque le chef des mineurs interroge la situation, Jin-chul insiste pour connaître la localisation de Jin-woo. À ce moment-là, un mineur mécontent, qui se plaignait depuis longtemps des agissements inexpliqués de Jin-woo, intervient
et affirme avoir toujours senti quelque chose d'étrange chez lui. Ignorant les murmures des mineurs, Jin-chul demande au chef de localiser Jin-woo et apprend bientôt qu'il s'est discrètement faufilé dans la porte en se faisant passer pour un porteur. Déconcerté, Jin-chul réfléchit au fait que Jin-woo s'est d'abord présenté comme un mineur avant de changer de rôle. Il remarque que, maintenant que Jin-woo a atteint le rang S, chacun de ses mouvements est étroitement surveillé. Il regrette donc que Jin-woo ne fasse pas plus attention à ses actes. Toujours déconcerté, le chef des mineurs demande ce qui se passe réellement, et Jin-chul lui conseille d'attendre les nouvelles de demain pour obtenir des réponses. Alors qu'il se rapproche de la porte, le chef des mineurs révèle que Cha-hae avait posé une question similaire avant d'entrer à l'intérieur peu de temps auparavant. Mais avant que Jin-chul ne puisse aller plus loin, il a soudain détecté une aura inhabituelle émanant de la porte du donjon, et il a immédiatement ordonné à son équipe d'effectuer un nouveau test de puissance magique sur le donjon. Au même moment, à l'intérieur de la porte, Cha-hae est stupéfait par le nombre d'orques de haut rang qui ont été tués. Incapable de comprendre comment le groupe de Ki-hoon a pu décimer autant d'ennemis, elle décide de se précipiter vers la salle du boss, surtout après avoir détecté cette terrifiante poussée d'énergie magique. La scène se déplace ensuite vers le chef qui se moque de Jin-woo pour avoir affronté ses forces avec un nombre aussi pitoyable, ce qui pousse Jin-woo à amplifier la force de son armée de l'ombre en utilisant sa nouvelle compétence, le domaine du monarque. Il explique qu'il s'agit de la dernière capacité qu'il a acquise et qu'elle rend ses soldats de l'ombre beaucoup plus puissants, et qu'il l'a obtenue après la bataille du château de Jiman. Pendant ce temps, les autres chasseurs sont totalement déconcertés par la tournure des événements. Les grands orques lancent une attaque contre les troupes de Jin-woo, mais ces généraux se révèlent si redoutables qu'ils tranchent les orques comme s'il s'agissait d'une simple opération de dératisation. Jin-woo est occupé à réduire les rangs de l'ennemi, et les chasseurs remarquent que ces mouvements reflètent ceux de Cha-hae. Les chasseurs remarquent que ces mouvements sont identiques à ceux de Cha-hae. Ils ne comprennent toujours pas pourquoi une personne aussi puissante que lui s'est d'abord présentée comme un simple porteur. Alors que la bataille fait rage, Jin-woo se rend compte que la force de son infanterie n'est comparable qu'à celle d'un chasseur de rang B. Sus soldat tombe à un rythme alarmant. Sus soldat tombe à un rythme alarmant. Four à 5 victimes pour chaque orque tué. Conscient que s'il n'élimine pas rapidement la horde d'orques, ses propres réserves de mana seront épuisées, Jin-woo s'apprête à en découdre. Mais à ce moment-là, le chef lance un sort de feu brûlant visant directement ses soldats de l'ombre en demandant à Jin-woo de ne pas trop s'emballer. Sans se laisser décourager, Jin-woo rétorque que ses soldats possèdent l'étrange capacité de ressusciter sans fin. Non content de cela, le chef intensifie son assaut en lançant sa magie de gravité sur Jin-woo et ses soldats, et se vante qu'il continuera à anéantir ses forces jusqu'à ce que ses réserves magiques s'épuisent. Mais malgré l'anéantissement répété de l'armée de Jin-woo, il rappelle ses troupes sans discontinuer. Au milieu de ce cycle implacable, Jin-woo se demande si le chef ne garde pas délibérément ses distances avec ses assauts magiques à longue portée, tandis que le chef se demande combien de temps Jin-woo pourra soutenir cette résistance futile. À l'extérieur de la porte, les résultats d'un test de puissance magique arrivent, révélant que ce donjon est dangereusement proche d'une porte de rang S. Jin-chul ordonne immédiatement aux mineurs de contacter le chef de la guilde des chasseurs et le département de surveillance se mobilise pour soutenir l'équipe d'assaut. À l'intérieur du donjon, le chef se moque de Jin-woo, affirmant que la puissance et le nombre de son armée dépassent de loin ceux de Jin-woo. Alors qu'il observe la scène avec consternation, il se rend compte que son énergie magique s'épuise rapidement. D'un geste rapide, il boit une potion de mana pour reconstituer ses forces et annonce qu'il est sur le point de révéler son véritable potentiel de nécromancien. D'un geste déterminé, il ressuscite tous les hauts orques tombés au combat, les transformant en SS serviteurs morts-vivants, et déclare audacieusement au chef qu'il a l'intention d'ajouter le chef lui-même et ses généraux à sa légion grandissante. Pris au dépourvu,
Le chef se demande si Jin-woo n'est pas une sorte de seigneur, perplexe quant à la présence d'un tel être en ces lieux. Il se dit que depuis qu'il a ouvert les yeux ici, le seul ordre qui résonne dans son esprit est de tuer tous les humains. Ignorant toute raison plus profonde, il décide de suivre cette directive sans poser de questions et envoie donc ses généraux au combat. La scène se déroule ensuite à la guilde des chasseurs, où Monsieur Choi découvre avec stupéfaction que la puissance de la porte est presque au niveau du rang S. Il estime que l'évaluation doit être exacte, sinon Kahun et son équipe seraient déjà sortis du donjon. Réalisant qu'une rupture de donjon à ce niveau pourrait déclencher un incident rappelant le désastre de l'île de Jeju, il est soulagé de voir qu'il est encore temps d'éviter la catastrophe. Monsieur Choi demande alors à son assistant de mobiliser tous les chasseurs de la guilde et d'envoyer un message à tous les chasseurs de rang A et supérieur. Il mentionne même qu'ils devront peut-être faire appel à la guilde du Tigre Blanc et à la guilde des démons pour obtenir un soutien supplémentaire. Bien que l'assistant soit surpris par cette suggestion, Monsieur Choi insiste sur le fait que pour l'instant, tout ce qu'ils peuvent faire est d'empêcher que la situation ne devienne encore plus incontrôlable. De retour dans la salle des chefs, la bataille s'intensifie. Le général de Jin-woo affronte en duel le commandant Orc, tandis que ses propres forces submergent l'ennemi. Mais à son grand désarroi, le chef voit ses propres généraux se débattre et tomber, ce qui pousse d'autres chasseurs à se précipiter à l'aide de Jin-woo. Cependant, le chef refuse de les laisser intervenir et blesse rapidement plusieurs d'entre eux avec sa magie de malédiction. Se redressant, le chef ricane qu'il fera regretter à Jin-woo de l'avoir défié. Jin-woo est occupé à réduire les rangs de l'ennemi, et les chasseurs remarquent que ces mouvements reflètent ceux de Cha-hae. Les chasseurs remarquent que ces mouvements sont identiques à ceux de Cha-hae. Ils ne comprennent toujours pas pourquoi une personne aussi puissante que lui s'est d'abord présentée comme un simple porteur. Alors que la bataille fait rage, Jin-woo se rend compte que la force de son infanterie n'est comparable qu'à celle d'un chasseur de rang B. Sus soldat tombe à un rythme alarmant. Sus soldat tombe à un rythme alarmant. Four à 5 victimes pour chaque orc tué. Conscient que s'il n'élimine pas rapidement la horde d'orques, ses propres réserves de mana seront épuisées, Jin-woo s'apprête à en découdre. Mais à ce moment-là, le chef lance un sort de feu brûlant visant directement ses soldats de l'ombre en demandant à Jin-woo de ne pas trop s'emballer. Sans se laisser décourager, Jin-woo rétorque que ses soldats possèdent l'étrange capacité de ressusciter sans fin. Non content de cela, le chef intensifie son assaut en lançant sa magie de gravité sur Jin-woo et ses soldats, et se vante qu'il continuera à anéantir ses forces jusqu'à ce que ses réserves magiques s'épuisent. Mais malgré l'anéantissement répété de l'armée de Jin-woo, il rappelle ses troupes sans discontinuer. Au milieu de ce cycle implacable, Jin-woo se demande si le chef ne garde pas délibérément ses distances avec ses assauts magiques à longue portée, tandis que le chef se demande combien de temps Jin-woo pourra soutenir cette résistance futile. Elle demande à Jin-chol ce qu'il pense de Jin-woo, ce à quoi il répond par un haussement d'épaule, admettant qu'il ne le connaît pas vraiment. Pendant ce temps, Jin-woo explique au chef blessé que son destin a été scellé au moment où ses propres gardes sont tombés au combat. Refusant d'accepter la défaite, le patron grogne, mais Jin-woo n'en a pas fini et invoque les esprits de ses anciens gardes pour terminer le travail. Après avoir échangé quelques coups décisifs, le chef tombe et, la peur au ventre, il lève les yeux et voit ses anciens généraux mettre fin à ses jours. Après avoir remporté la victoire, Jin-woo ressent une poussée de puissance et monte de quelques niveaux, puis procède à l'extraction de l'âme du chef, un geste qui choque tout le monde. Après s'être relevé, Jin-woo commente en plaisantant que le chef est finalement devenu beaucoup plus docile après s'être transformé en son ombre. Jin-woo, cependant, esquive avec agilité les coups massifs, faisant remarquer avec dédain qu'il ne s'est jamais soucié des géants, probablement à cause d'une précédente débâcle dans le double donjon. En représailles, le boss déchaîne un torrent de sorts de feu autour de lui, anéantissant indifféremment amis et ennemis. Furieux, le boss nargue Jin-woo,
lui demandant s'il croit encore pouvoir faire face à une telle puissance. Dans un geste audacieux, Jin-Woo s'élance et poignarde le chef dans l'œil, déclarant qu'en se transformant en géant, le chef n'a fait que se rendre une cible plus grande et plus vulnérable. Il ajoute froidement qu'un mage solitaire sans garde n'a aucune chance face à un chasseur de type assassin. Le chef riposte avec d'autres sorts de feu brûlant, mais Jin-Woo esquive habilement chaque coup et contre-attaque avec sa dague, pour constater que sa lame fait à peine une brèche. Comprenant que la force brute ne suffira pas, Jin-Woo invoque sa main du souverain et l'utilise pour attraper un jeu de chaîne. D'un geste rapide et décisif, il attache le chef et le projette dans la pièce, laissant le monstrueux adversaire chanceler sur ses pieds. Juste à ce moment-là, Jin Cheol arrive sur les lieux et, après avoir observé l'étonnant spectacle, dit à Cha Hae qu'il était venu apporter son soutien lorsqu'il avait remarqué un déferlement de magie puissante venant de l'extérieur, mais qu'il pense maintenant que son aide n'est peut-être plus nécessaire. Remarquant que même le chef de la surveillance semble reconnaître le pouvoir de Jin-Woo, Cha Hae se demande à quel point il doit être redoutable. Puis, en effectuant l'extraction, il réalisa qu'il pouvait nommer l'âme. Comme le véritable nom du boss lui échappait, il décida de l'appeler Fang. En inspectant l'essence de Fang, Jin-Woo découvrit que son ennemi vaincu possédait le rang de chevalier d'élite, une classification qu'il n'avait jamais rencontrée auparavant, bien qu'il reconnaisse immédiatement son caractère exceptionnel. Il note également que les orques supérieurs se sont révélés être un gain considérable, juste au moment où Jin Cheol s'avance. Jusqu'à cet instant, Jin-Woo était si absorbé par l'extraction d'âme qu'il n'avait même pas remarqué l'arrivée de Jin Cheol. Lorsque les autres chasseurs commencent à réclamer des explications sur ce qui vient de se passer, l'équipe de Jin Cheol intervient en sa faveur, déclarant que Jin-Woo est actuellement le secret le mieux gardé de l'association. Ils demandent à tout le monde de garder les événements du jour confidentiels, expliquant que Jin-Woo a déchaîné la puissance d'un chasseur de rang S uniquement pour les protéger. Sur CE, Jin Cheol et son équipe escortent Jin-Woo hors des lieux. Mais avant de partir, ses camarades lui expriment leur profonde gratitude, et Jin-Woo remet la volonté de la soigneuse entre ses mains. Alors que Jin-Woo s'apprête à partir, Shej tente de le rattraper pour lui parler. Mais le mage à lunettes l'interrompt en lui demandant pourquoi elle transporte une pioche. Gêné, Cha Hae se demande s'il la trouvera étrange, ce à quoi le mage demande de qui elle parle. Cha Hae, rougissante, répond alors timidement « Personne ». Plus tard, Monsieur Choi reçoit un rapport sur l'incident et est totalement stupéfait par la multitude de capacités que Jin-Woo a démontrées. Il demande à Ki-hoon de comparer la force de Jin-Woo à la sienne, notant que si les raids classiques reposent sur la coordination de nombreux chasseurs, Jin-Woo défie cette norme en opérant seul. Ki-hoon défie alors Monsieur Cho, lui demandant s'il croit vraiment que Jin-Woo pourrait conquérir le donjon le plus difficile à lui seul. Avec un sourire en coin, Monsieur Choi admet qu'il en doute et ajoute que son titre de chasseur ultime pourrait désormais n'être qu'une simple plaisanterie. Alors qu'il s'éloigne, Ki-hoon lui dit qu'il doit recruter Jin-Woo à tout prix, ce à quoi Monsieur Choi répond qu'il fera de son mieux. Pendant ce temps, Jin-Woo retrouve Léo et lui demande comment se sont déroulées les négociations avec le maître de la guilde. Léo lui raconte les détails, puis la scène se déplace vers l'association des chasseurs. Là-bas, un acteur célèbre nommé Lee Min-sung vient tout juste de s'éveiller en tant que chasseur, attirant une horde de journalistes venus couvrir cette nouvelle sensationnelle. Se délectant de toute cette attention, Min-sung se considère comme la star du jour, savourant sa nouvelle renommée.